Dans le fond, j'avais une première question sur, Oui, je partais plus largement avec l'équilibre budgétaire. Tu sais. oui, Vous avez vécu la mise en œuvre de la loi sur l'équilibre oui, budgétaire comme absolument. ministre. Vous l'avez vécu aussi ou connu les contours comme première ministre. Je veux savoir, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui est venu changer cette loi-là dans la manière de préparer les budgets de Moi, l'État? je pense que cette loi, ce qu'elle a changé essentiellement, c'est que ça devenait une obligation de résultat. Même si on savait, parce qu'un gouvernement peut toujours, c'est une loi, ça se change. C'est comme un engagement à l'égard de la société québécoise, dont on gère les sommes qu'il nous confie pour répondre aux besoins de cette société. Donc, on dit, nous, on veut atteindre l'équilibre budgétaire. On s'est donné des règles pour y arriver. Puis au fil du temps, on les a beaucoup améliorées, ces règles-là, parce que justement, la loi a été changée, mais l'objectif n'a jamais été perdu de vue. Et ça crée donc une obligation morale. Et je crois que tous les gouvernements qui se sont succédés à Québec, peu importe leur couleur politique, ont tenu à respecter cet engagement moral-là. Et là, cette loi-là, elle a plus de 25 ans. On a vécu la crise financière de 2008, la pandémie. Comme elle a été votée à l'unanimité, est-ce que le temps de renouveler, est-ce que ça ne serait pas le temps que l'Assemblée nationale renouvelle ses vœux par rapport à cette loi-là? Le ministre a promis de la moderniser, là, mais Oui, oui, c'est sûr que on pourrait la moderniser et peut-être que c'est le temps de refaire le point. et que les députés votent à nouveau pour Oui, son adhésion. absolument. Et ça, c'est important. Quand on a voté la loi à l'unanimité, il y a eu beaucoup de débats entre nous, entre les partis politiques, etc. C'est important parce que ça assure la pérennité. Et là, on en fait la preuve depuis 20 ans. On en fait la preuve parce que on n'a pas changé fondamentalement la loi, même s'il y a eu des amendements, des correctifs, etc., parce qu'il fallait s'adapter, évidemment, à la conjoncture, et parce que ça pérennise et ça assure que les gouvernements qui vont suivre vont respecter les orientations de fond. Mais vous parlez du vieillissement, mais tu sais, le vieillissement, c'est comme un paquebot. On est sur le bord du fleuve, là, c'est comme un paquebot, là. Oui, C'est prévisible, on voit ça tout arriver. à fait. Ceux qui vont avoir 75 ans, ça fait 74 ans qu'on le sait, là. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne doit pas se mettre des œillères ou se boucher les yeux. On le sait, ça arrive, c'est là. Bon, évidemment, il y a des choses qu'on a faites à cause de notre meilleure qualité de vie. On est plus en santé, on a de meilleures habitudes de vie, on est mieux formé, donc on est plus capable de comprendre qu'il faut bien s'alimenter, il faut faire de l'exercice, etc. Tout ça fait que, d'abord, on va vivre plus longtemps. On va vivre plus longtemps en santé. Ouais. Mais il reste qu'à un moment donné, il y a un déclin, qu'on le veuille ou non. Et c'est ça qu'il faut prévoir. C'est ça dans quoi il faut s'engager maintenant, pas attendre dans 5 ans, dans 10 ans. Je plaide avec mon ami Régent Hébert pour Parfait. ça. Puis, vous savez, nous, on nage souvent dans les chiffres, là, puis malgré tout, des fois, il y a des chiffres qui nous jettent à terre. Donc, je vais vous en dire un que j'ai, dans les derniers mois, là, D'accord? les données de l'ISQ sur la projection démographique du Québec L'Institut nous de disent statistique que du Québec. d'ici 2042, donc dans 20 ans, la population de 0 à 74 ans va augmenter de 1 au Québec, Mais celle de 75 ans et plus, de 91 bon, on a la question et la réponse. Hein? Il nous reste 20 ans. Et si on ne s'y attaque pas maintenant, ça va être une véritable catastrophe. Je vous disais plus tôt, Jean Rochon m'avait dit, la prochaine pandémie, c'est celle du vieillissement. Et puis, on doit y travailler maintenant. Puis, il y a toutes sortes de gestes qu'on peut poser qui vont dans le sens de se donner des moyens, que les personnes âgées puissent être autonomes, avec les ressources qu'elles ont, qu'elles puissent utiliser des ressources accumulées. On peut leur envoyer ces messages-là à des gens comme moi qui sont pas trop loin de ça, hein, à dire, bon, si vous avez des ressources accumulées, vous pourrez vous en servir à d'autres fins que vous payez des biens, mais vous payez de l'aide, des services, etc. Et l'impôt va le considérer. Tous les outils qu'on peut mettre en place au plan de la santé, des services sociaux. Moi, il y a des initiatives intéressantes. On disait municipalité amie de la famille, mais municipalité amie des aînés aussi. Alors qu'on peut imaginer toutes sortes d'activités, entre autres socioculturelles, qui vont mobiliser les aînés, qui vont leur donner le goût de vivre, de prendre soin d'eux, d'être le plus longtemps possible autonome. Alors, il y a
Mais là, ça prend vraiment une vision, une perspective et une politique d'ensemble. On ne peut pas prendre juste un élément. J'insiste beaucoup, moi, sur l'aide et les soins à domicile, mais plus largement que ça. Il y a toutes les politiques d'aménagement du territoire, où on peut faciliter l'accès aux services parce que les gens vont avoir une mobilité réduite. On peut imaginer plein de choses. On peut y penser maintenant et agir maintenant. C'est l'idée qu'il faut préparer l'avenir. Absolument.